Bonjour à tous, c'est Aurélien. Il y a eu un petit creux sur la chaîne. On reprend donc avec un gros programme et on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Hunters disponible depuis le 21 février sur Amazon Prime Video. Je vous donne mon avis aujourd'hui sur cette série hors norme. On va parler des références utilisées et je vais faire des plans sur la comète en imaginant ce qui nous attend dans la saison 2, si bien sûr il y a une saison 2. Ne perdons pas de temps, passons quelques minutes ensemble, c'est parti, générique. D'abord, parlons de qui est à la tête de cette série. Il y a deux hommes qui sont à l'origine de ce projet complètement cinglé, à savoir David Weil et Jordan Peele. Le premier est inconnu du grand public, mais il a choisi d'aborder le thème des camps de concentration et de la Shoah parce que sa famille a directement été touchée par ce drame de l'histoire. Il a utilisé les mémoires et les histoires qu'a pu lui raconter sa grand-mère sur les camps de concentration pour imaginer cette aventure complètement décalée, et il dit lui-même que cette série est comme une lettre d'amour pour sa Savta, puisque c'est le terme employé en hébreu. À ses côtés, on retrouve le très à la mode Jordan Peele, qui a réalisé Us et Get Out au cinéma, pour lequel il a reçu un Oscar, mais qui s'est aussi occupé de la toute nouvelle version de la 4e dimension, avec plus ou moins de réussite à la télé. Le réalisateur est très profondément engagé politiquement, et toutes ses réalisations portent un message très marqué sur la ségrégation, sur les tensions raciales aux États-Unis. Né d'un père blanc et d'une mère noire, il s'est construit autour de ce métissage qui lui a compliqué l'existence. Il met donc en avant dans tous ses films ou ses séries sa communauté parce que c'est pour lui un sujet essentiel. On retrouve donc dans chaque épisode de Hunters l'idée de ségrégation, de xénophobie et d'autres concepts bien plus graves encore. Le pitch de la série est simple, mais on entre rapidement en pleine dystopie. En 1977, à New York, une bande de chasseurs de nazis découvre que des centaines de hauts dignitaires du régime déchu vivent incognito parmi eux et complotent pour instaurer un 4e Reich aux États-Unis. L'équipe hétéroclite de Hunters se lance alors dans une sanglante quête visant à faire traduire ces criminels en justice et à contrecarrer leur projet de génocide. On plonge à pieds joints dans le complotisme qui marche beaucoup en ce moment, mais la mise en scène rappelle à chaque seconde qu'on est dans une fiction complètement folle et totalement assumée. Plus proche de la série Z que du film d'auteur, Hunters nous fait voyager dans la folie, dans la cruauté et dans les penchants les plus bas de l'humanité, toujours avec une bonne dose d'humour bien lourd ou avec une fracture permanente du 4e mur avec des petits spots totalement ironiques qui s'adressent directement aux spectateurs. Juste histoire de vous rappeler que ce que vous regardez n'est pas une incitation à la haine et qu'il y a bien un second, voire un 3e degré. En tout cas, visiblement ça n'était pas clair pour tout le monde, parce que quelques associations se sont indignées des imprécisions de cette fiction qui a osé prendre des libertés avec l'histoire. À croire qu'il est plus possible aujourd'hui de se lancer dans la création artistique si on aborde des sujets qui font partie de la liste interdite du livre des tabous historiques. Si vous faites le tour des différents articles écrits sur le sujet et que vous tombez sur les poncifs du genre avec les termes qui cochent toutes les cases de la loi de Godwin, à savoir les heures les plus sombres de l'histoire ou des jeux de mots comme sert à rien. Dites-vous que vous tomberez alors sur l'article de la facilité pour le rédacteur et qui veut surtout se mettre bien avec toutes les communautés plutôt que de donner son avis sur une création aussi bonne ou mauvaise soit-elle. Concrètement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Hunters à la sauce Peele ? D'abord que j'ai vraiment préféré les 2 premiers épisodes qui sont dirigés par David Weil au reste de la série parce que je trouve que l'écriture et la réalisation étaient nettement supérieures à ce qui est proposé par la suite. Mais mis à part ce point, j'ai quand même passé un très bon moment au fil des 10 épisodes proposés par Prime Video qui ont un très bon rythme, une réalisation comme je les aime avec du punch, du second degré, quelques petites touches acides et des tonnes de références au sujet que j'adore. On retrouve de tout dans ce Hunters avec des tonnes de références à Batman ou aux comics en général, à la liste de Schindler bien sûr, mais aussi à Inglourious Basterds de Tarantino, et même à Tarantino en général avec une mise en scène violente, rythmée, très colorée et des répliques qui frappent toujours à la perfection. Les personnages sont d'un niveau assez inégal globalement, avec quelques-uns qui explosent littéralement l'écran, comme Al Pacino bien sûr, qui porte presque à lui seul la série, mais aussi Saul Rubinek et Carol Kane, qui ont quand même réussi à nous décrocher une petite larme, et autant vous dire que c'est pas vraiment courant pour moi. Tous les autres personnages forment un agrégat de second rôle qui tentent leur chance au premier plan, comme par exemple Jerrica Hinton, qui interprète Millie Morris, un agent du FBI qui a osé pousser la porte du bureau dans les années 70, alors que c'est une femme et qu'en plus elle est noire. L'actrice avait fait ses débuts dans Grey's Anatomy au second plan et avait pris de plus en plus d'importance avant de mal finir dans les escaliers du Seattle Grey. Ici, elle interprète une sorte de Jiminy Cricket
avec une arme qui essaye de rappeler qu'agir pour le bien n'est pas si mal que ça finalement. Donc pour conclure, pour la partie sans spoiler, je vous conseille Hunters, mais si vous vous lancez, armez-vous de votre plus grand second degré et essayez d'oublier quelques détails de vos cours d'histoire de première ou terminale, parce que même si c'est inspiré d'événements historiques, les idées totalement folles de Peele et Wilde ne sont pas toujours vraies et même assez loin de là. Et si vous voulez vous insurger pour le principe, vous trouverez de toute façon de quoi faire parce que le sujet est tellement légitime pour être choqué que personne n'osera vous accuser de mauvaise foi. Voilà, c'est terminé pour la partie sans spoiler, on va pouvoir entrer dans les détails et donc c'est là que je vous rappelle la litanie youtubesque, à savoir partage, abonnement et la cloche, que je suis aussi sur Twitter et sur Instagram et que je vous retrouve très bientôt pour une toute autre vidéo sur les séries récentes ou à venir. Donc comme je le disais, j'ai trouvé que dans ce Hunters de Jordan Peele et de David Wilde, les personnages ne sont pas du tout au même niveau. Je pouvais pas vraiment m'étaler sur le sujet, mais Al Pacino réalise une performance de très haut niveau au fil des 10 épisodes de cette première saison, qui j'espère aura une suite très prochainement. Je sais pas si vous avez grillé son double jeu et le machiavélisme de son stratagème pour dissimuler sa vraie identité de scientifique vicieux nazi en mettant son masque de grand-père juif, mais jusqu'à l'assassinat du chirurgien esthétique qui avait pris l'identité fabriquée pour infiltrer William Zooks aux États-Unis, j'avais littéralement aucun doute sur lui. Il flirte en permanence avec l'idée de justice, de vengeance, de meurtre, du bien et du mal, et pousse le pauvre Jonah toujours un peu plus loin du côté obscur en croyant bien faire. Mais même si sa motivation, en tout cas celle qu'il avoue, quand il est au pied du mur, a l'air d'être bonne, et à la recherche de la rédemption, il a quand même un fond sadique et mauvais qu'il pousse systématiquement du mauvais côté. Au cinéma ou à la télé en général, quand un personnage franchit les lignes rouges, qui est clairement défini par le scénario, il n'y a pas de rédemption, et même si c'est possible, ça se fait que par la mort. Là, le loup n'avait pas franchi la ligne rouge, il avait littéralement souillé et avait même dansé de l'autre côté pour bien faire comprendre qu'il ne reviendrait jamais. Il n'est pas tout seul dans le groupe des personnages de talent et j'ai remarqué en parallèle deux opposés directs qui sont totalement du même niveau dans des contextes et des styles totalement différents. Minnie Morris, qui est interprétée par Jerrica Hinton, tient une place essentielle dans la construction du personnage de Jonah au fil de l'histoire. Elle évolue en parallèle avec lui, mais elle a un rôle essentiel, à savoir d'être l'alarme permanente qui se déclenche en cas de mauvaise décision ou d'action qui risquerait de le faire basculer vers le côté obscur. Je vais en parler un peu plus tard, mais il y a tellement de références dans cette série à la culture geek que ça mériterait presque une vidéo à part pour bien aborder tous les détails. En tout cas, elle pourrait être le R2D2 de Luke, qui ne lui parle presque pas, mais qui sonne ou qui l'alerte dès qu'il risque de basculer. Je vous parlais de parallèle et en fait on pourrait parler de symétrie parfaite avec l'autre personnage qui sort du lot par son jeu d'acteur et son apport à la trame générale. Travis, qui est interprété par Greg Austin, est une sorte d'électron libre dans le groupe qui a pour but de fonder le 4e Reich dans le monde. Il est à part parce qu'il est gardé à l'écart par la caste dirigeante du groupe. C'est parce qu'il est américain et pas allemand qu'il est écarté et il le vit assez mal. On voit régulièrement sa frustration à cause de ça et il se débarrasse sans aucun remords de tous les freins qui vont empêcher son ascension chez les nazis. Greg Austin rend à l'écran un parfait psychopathe qui n'a aucune morale ou aucune limite pour arriver à ses fins. Son but est de mener à bien la politique du grand patron et je le vois bien dans sa jeunesse avec un exemplaire de Mein Kampf sur sa table de nuit à côté de la Bible. La fin de la saison le place d'ailleurs dans une position ultra importante dans le milieu carcéral américain où il va très certainement lancer à lui seul le mouvement pro-arien qui va se mettre en place un peu partout dans le pays. Par contre, tous les personnages ne sont pas au même niveau et même si j'ai parlé de Saul Rubinek et Carol Kane dans la partie sans spoiler, parce qu'ils m'ont vraiment tiré une larme après la mort de Murray et les retrouvailles au paradis, mais en dehors de tous ces personnages, d'autres ont vraiment souffert de la mise en scène et du scénario. Le plus marquant sur ce point, c'est Josh Radnor, qui était censé être le ressort comique de la série, une sorte de mix entre Peck et Looping de l'agence Tourist. Mais son personnage manque de charisme, il manque de talent et il manque de caractère. On voit que l'acteur qui incarnait Ted Mosby n'arrive pas à passer la barrière du gentil garçon au poil à grapper insupportable qu'il aurait normalement dû être dans ce personnage. Tous ces passages tombent à plat, et même quand il prend un peu plus d'importance dans l'histoire. Mais la série, c'est quand même tout un tas de références qui partent dans toutes les directions. Des références historiques bien sûr, et j'y reviendrai un peu plus tard en vous expliquant ce qui a vraiment existé, mais il y a aussi un petit lot de références geek ou à la culture pop en général. À l'époque, le film qui marquait les esprits c'est bien sûr Star Wars, et d'ailleurs au tout début, Jonah et ses potes ressortent du cinéma
et ont une grande discussion philosophique sur l'alignement du personnage interprété par James Earl Jones à l'époque. Jonah en parle d'ailleurs un peu comme une sorte de prémonition sur ce qui va lui arriver dans l'aventure. Pour lui, il n'a pas conscience qu'il fait le mal, et c'est d'ailleurs pas sa première motivation. Il fait ce qu'il fait en pensant qu'il agit pour le bien général. La notion de bien ou mal dans la série est d'ailleurs assez souvent totalement imprécise. Les nazis pensent agir pour le bien, Meyer pense agir pour le bien, les autorités américaines pensent agir pour le bien en recrutant les nazis, chaque groupe ou chaque personnage a sa justification pour les actes qu'il commet. Il n'y a peut-être que Travis qui fait ce qu'il fait que par des coups de tête successifs mais sans aucune justification, mis à part peut-être son propre intérêt. Comme je le disais plus tôt d'ailleurs, le seul pilier de l'aventure à ce niveau c'est Maurice, qui reste en permanence l'alarme du bien et du mal pour Jonah, ou pour Meyer indirectement. C'est elle qui lui rappelle en permanence, si on met à part le fantôme de Russe bien sûr, que ses actes ont forcément des conséquences et que ça déterminera son alignement final. D'ailleurs, c'est elle qui a la punchline la plus violente contre Jonah quand elle lui explique que les bons ne choisissent pas toujours le bien parce qu'ils sont bons, mais c'est le fait de choisir toujours le bien qui en fait les bons. Elle pouvait tellement lâcher le micro à ce moment-là, elle a plié le gamin en deux. D'ailleurs, Jonah s'apercevra qu'elle a raison parce que le principe du bien est tellement détourné et déchiré dans tous les sens dans cette série qu'il devient donc forcément difficile à lire. On nous place systématiquement dans un choix impossible entre notre morale et la possibilité de choisir la facilité basée sur un principe pourtant juste et légitime. Mais le choix au final reste quand même choquant et inhumain. C'est à ça que sert Maurice dans cette histoire. Elle est la caution morale qui doit toujours avoir sa place pour garder le cap. C'est ce que je peux reprocher au Joker de Todd Phillips, c'est qu'à aucun moment, un seul personnage ne peut être qualifié de bon et donc les actes d'Arthur Fleck peuvent passer pour légitimes ou au moins compréhensibles si on n'a pas les bonnes bases. C'est le seul point négatif du film, mais il m'a quand même bien dérangé tout du long. Dans Hunters, on a Maurice qui essaye en permanence de garder le cap, mais il y a surtout la vraie référence historique, à savoir Simon Wiesenthal, qui au final sera la seule à rétablir sans aucun équivoque la balance entre le bien et le mal dans l'histoire. C'est la caution réaliste de la série, et c'est bien parce que c'est le seul point qui nous rattache à la véritable histoire. Donc comme je le disais, Jonah s'aperçoit qu'il a fait une série de mauvais choix à la révélation de la véritable identité du personnage d'Al Pacino, à savoir Willem Zooks ou le loup. Jonah est devenu le mal qu'il combattait à cause de ses choix, du manque d'esprit critique ou de sa naïveté. Pour le reste des références qui ressortent de la série, je vais pas m'attarder dessus pendant 40 minutes, mais il y a bien sûr The Boys. La série, je pense, est devenue une sorte de référence pour Prime Video, et sa réussite impressionnante va donner le ton pour toutes les séries à venir. Les comics sont cités assez régulièrement, et c'est surtout Batman qui sort du lot. D'ailleurs, Jonah est l'image parfaite de Bruce Wayne parce qu'il assiste en début d'histoire au meurtre de sa grand-mère en étant complètement impuissant à ce moment-là. Sa construction se fait ensuite autour de ce drame, et comme Bruce Wayne, il choisit le côté obscur pour mener sa mission, quitte à faire quelques dégâts au passage. De son côté, Al Pacino, au départ au moins, pourrait être comparé au professeur Xavier des X-Men. Un homme sage, riche, assez puissant à sa manière, qui compose un groupe de super-héros pour l'aider dans une mission pour le bien. Bon là, comme je le disais, le bien est relatif, mais l'idée est globalement la même. En fait, si on réfléchit bien, Pacino est une sorte de mix entre Xavier et Magneto dans sa motivation. Il pense agir pour le bien, mais il est finalement perdu et égoïste. D'autres références sont au rendez-vous, avec au niveau du cinéma la liste de Schindler bien sûr, mais aussi Inglourious Bastard de Tarantino. Et il y a deux références qui me tenaient à cœur, et d'ailleurs la première fait partie des détails qui ont un peu irrité les associations dans leurs attaques sur la série. Dans le tout premier épisode, une partie d'échecs géante est organisée avec les prisonniers des camps, et chaque personne qui est éliminée est exécutée par la pièce qui prend sa place. On est d'accord que ce système n'a jamais existé, mais c'est une référence à un livre que j'ai lu récemment, c'est L'échiquier du mal de Dan Simmons. Dans le livre, des personnages ont des pouvoirs de contrôle mental, et un de ces personnages faisait partie des gradés nazis dans les camps, et il organise comme dans la série une géante partie d'échecs où il contrôle les prisonniers comme des pièces, et les uns doivent tuer les autres quand la pièce est prise. La mise en scène est choquante, mais elle est quand même terriblement bien réalisée. Je vais terminer avec les références avec une qui est vraiment tirée par les cheveux, mais comme c'est Al Pacino, ça colle à peu près. J'ai personnellement retrouvé dans cette série quelques éléments de son personnage dans L'Associé du Diable, où il incarnait le diable face à Keanu Reeves, qui était un jeune avocat, en le poussant à faire une série de choix qui allait le faire basculer dans le mal. D'ailleurs, la réplique de fin lui fait dire que ce qu'il adore chez les humains, c'est le libre arbitre que leur a accordé Dieu et qui lui permettra toujours d'arriver à ses fins. La première révélation importante de l'histoire, c'est celle du double jeu joué par Sir Harriet,
quand on la voit passer un coup de téléphone à une mystérieuse femme. Est-ce qu'il s'agit de la sœur qui l'a recueillie dans l'orphelinat et Tongami, ou un membre du MI6 d'où elle est censée venir? En tout cas, cette femme et Harriet connaissent pas mal de choses parce qu'elles parlent de la reine en parlant du colonel. Elle sait donc à ce moment, avant nous d'ailleurs, que la patronne du groupe des nazis siégerait aux côtés du roi, qui est lui-même appelé le général par Biff un peu plus tôt dans la série. Justement, à la toute fin de la saison, on découvre qu'elle est toujours vivante et qu'elle s'est réfugiée en Argentine, comme énormément de nazis dans la vraie vie d'ailleurs, mais qu'elle vit avec Adolf Hitler, qui serait toujours vivant, et qu'ils ont eu ensemble toute une flopée de petits rejetons bien blonds. Il s'adresse à elle en l'appelant Eva d'ailleurs, et elle serait donc logiquement Eva Braun, qui était la compagne du Führer pendant son règne. Du côté des gentils, avec toutes les guillemets possibles, on voit que Jonah prend la place de leader et qu'Harriet leur trouve une nouvelle mission en Europe, à la chasse aux principaux lieutenants d'Hitler. La saison 2, s'il y en a une, ne s'occupera plus de faire payer les tortionnaires des camps d'extermination, mais les hauts dignitaires des troupes nazies qui décidaient juste en dessous d'Adolf. Maurice reçoit exactement la même mission d'une parlementaire juive et est chargé de créer un groupe qui recherchera les criminels nazis dans le monde. Reste à savoir si les deux groupes vont fusionner ou si deux factions seront créées et agiront en opposition l'une de l'autre, même si l'idée de départ reste globalement la même. Et pour finir, Travis sera de son côté l'agent infiltré des nazis au sein des prisons américaines pour former des groupes extrémistes ariens qui ont bien été mis en place dans les prisons américaines ou sous forme de gangs dans les rues des États-Unis. Comme dans le générique, toutes les pièces de l'échiquier sont en place et la saison 2 est donc prête. Reste à savoir si Amazon va donner suite, je vous dirai ça dès que possible sur Twitter. La série est inspirée de faits historiques, mais on l'a vu, elle prend régulièrement des libertés avec l'histoire. Ce qui est vrai par rapport à cette fameuse opération Paperclip, c'est que la technologie allemande, à la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale, était largement au-dessus du reste du monde, principalement parce que les limites éthiques n'étaient pas les mêmes qu'ailleurs. Après la chute d'Hitler, il restait sur place un certain nombre de scientifiques de très haut niveau qui pouvaient être recrutés par les forces en présence. Là où Einstein avait rapidement quitté le pays avant la guerre, parce qu'il était juif déjà, d'autres physiciens n'ont pas choisi comme lui les États-Unis pour rejoindre le projet Manhattan et ont continué à développer des armes pour le régime nazi. Les États-Unis et la Russie se sont vite rendus compte après la guerre que les savants allemands représentaient une mine d'or pour l'avancée technologique et dans la course à l'armement d'abord ou dans la conquête spatiale par la suite. Ils savaient surtout que l'avance qui avait été prise par l'Allemagne allait les laisser sur le bas-côté s'ils ne récupéraient pas un certain nombre des grands scientifiques de l'époque. Pas loin de 1500 scientifiques allemands ont été recrutés par les États-Unis à l'époque pour cette raison précise, c'est ce qui est appelé l'opération Paperclip. Le terme a vraiment existé. Truman avait expressément interdit de recruter qui que ce soit qui ait été membre du parti nazi ou qui ait participé à ses activités. Ce qui est un peu hypocrite quand on repense à certains qui disaient ne pas partager les idées d'Hitler, mais qui n'avaient quand même aucun remords à utiliser les moyens des nazis, les armées, pour la guerre, ou même leurs méthodes plus que discutables. Werner von Braun est l'exemple le plus parlant. Il fait d'ailleurs partie de la série, il apparaît aussi dans la série Apple TV+, For All Mankind. C'est lui qui est en partie à l'origine du missile V2 qui a été fabriqué par les prisonniers des camps et il a par la suite été nommé à la direction de la NASA et était à l'origine des fusées qui ont mené au premier homme sur la Lune. Mais quand ces liens avec le régime nazi ont été révélés, ça a provoqué une vague de honte pour une partie de la population américaine. Mais il a quand même gardé sa place et a même reçu la médaille nationale de la science en 1975 avant de mourir du cancer en 1977. Concernant la montée du nazisme aux États-Unis, elle a bien existé, mais elle a connu sa croissance au même moment qu'en Allemagne dans les années 30. Elle a pourtant été contrée par la mafia juive, et plus particulièrement le parrain Meyer Lansky, qui a financé la riposte de manière assez expéditive. Ils ont pris le nom de Minutemen, le nom qui était à l'origine de la BD Watchmen. Je reviens à Simon Wiesenthal, le personnage a bien existé, et il a d'ailleurs été en contact avec le fils de Meyer Lansky pour la recherche et la chasse des nazis planqués à travers le monde, et c'est là qu'on retrouve la plus directe référence à nos Hunters. Ce serait un groupe formé par Wiesenthal pour chasser les nazis qui seraient échappés et pour les traîner devant le tribunal international pour leurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il y a des rumeurs sur certaines décisions expéditives qui auraient été prises par Wiesenthal, justement avec Meyer Lansky, mais il n'y a pas de preuve, donc ça reste un mystère. Voilà, c'est fini pour mon analyse de Hunters de Will et Peel. Vous aurez compris que j'ai aimé, et que même s'il y a quelques défauts, surtout au niveau des personnages du groupe des chasseurs,
les 10 épisodes se laissent quand même regarder avec plaisir. On n'est pas au niveau de The Boys, bien sûr, mais le sujet est original, la prise de risque est courageuse et plutôt bien menée, et même si certains se sont sentis choqués, quand on s'équipe de second degré, ça passe quand même assez bien. Donc je vous conseille d'aller au moins regarder le premier épisode, qui reste globalement le meilleur, et vous vous ferez votre propre opinion. Je vous rappelle la Sainte Litanie, partage, abonnement et la cloche. Retrouvez-moi sur Twitter et Instagram. On se retrouve rapidement pour une toute autre vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos séries favorites. Il y en a certainement quelques-unes que j'ai jamais regardées et je vous dis à très bientôt sur Big Chill.